Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons aborder la place de l'évaluation dans la santé communautaire. Alors, on avait dit dans les chapitres précédents que l'évaluation, c'est une étape incontournable dans tout processus de planification et aussi dans toute démarche communautaire. C'est l'étape qui doit accompagner tout le processus à tous les niveaux. Alors, l'évaluation, si on veut la définir tout simplement, on peut dire que c'est porter un jugement sur quelque chose. C'est de porter un jugement de valeur sur quelque chose. Mais dans notre dans notre cas, l'évaluation, si on veut la définir, on peut dire que c'est une appréciation systématique, c'est-à-dire on ne fait pas l'évaluation n'importe comment. Il y a une certaine procédure, soit de la conception, soit de la mise en œuvre, ou soit des résultats d'une initiative ou d'un projet dont l'objectif soit juste d'apprendre des choses, d'avoir des informations, ou pour améliorer la prise de décision. Et généralement, ce sont les deux choses à la fois. Donc, une autre définition, l'évaluation, c'est un processus d'analyse. C'est une analyse, ça peut être une analyse quantitative ou et qualitative, parfois on associe les deux, qui consiste à apprécier le déroulement d'une action ou d'un programme et en mesurer les effets et bien sûr l'impact. Alors, donc, en termes de définition, c'est un processus, on a dit, qui est bien organisé et qui consiste à collecter des données pour donner un jugement sur un processus ou sur les résultats de ce processus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'évaluation d'une intervention ou d'un projet ou d'un programme de santé, c'est un processus scientifique. Ça veut dire que ce n'est pas fait à titre aléatoire, c'est fait d'une façon bien organisée qui permet d'apprécier dans quelle mesure celui-ci a atteint l'objectif qui lui est assigné. En fait, l'évaluation, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas uniquement voir dans quelle mesure les objectifs ont été atteints, mais on va voir dans ce cours que l'évaluation, il peut concerner beaucoup d'autres choses que la mesure de l'atteinte ou non des objectifs. Alors, deux mots-clés dans toute évaluation, c'est la mesure, c'est-à-dire la collecte des données, l'analyse des données, et dans l'objectif, c'est de porter un jugement. Quelle est l'utilité et les rôles, quels sont les rôles de l'évaluation? Alors, l'évaluation, c'est une activité très intéressante dans tout processus de planification parce qu'il va nous permettre d'améliorer nos stratégies, d'améliorer nos actions et de bien cibler les actions et aussi de prendre en considération les besoins de la communauté. Alors, c'est aussi une source d'apprentissage très considérable. Il nous aide aussi à prendre des décisions. On évalue très souvent pour améliorer la prise de décision, pour avoir une décision sur des données bien fondées et une décision qui est bien éclairée. Aussi, on évalue parfois parce qu'on ne sait pas quelle option choisir. Donc, cet exercice d'évaluation, il va nous permettre
de faire la comparaison entre deux ou plusieurs options possibles et plusieurs stratégies possibles. Parfois, on évalue aussi pour justifier la dépense publique, pour rendre compte, pour la reddition des comptes. Dans la grande partie des projets, donc ils sont subventionnés soit par l'argent public, soit par l'argent d'autres bailleurs de fonds. Alors, enfin, donc on a toujours besoin, le bailleur de fonds, le financeur, il a toujours besoin de justifier ces fonds-là et de savoir est-ce qu'ils ont été utilisés à bon sens, aussi bien sur le plan comptable que sur le plan managérial et l'utilisation de l'argent et des moyens. Alors, il y a plusieurs types d'évaluation. Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas uniquement d'évaluer l'atteinte des objectifs. On peut évaluer les moyens, les ressources que nous utilisons ou bien que nous avons utilisées dans une intervention ou dans un projet. Donc ça peut être le personnel, les ressources financières, la technologie, les infrastructures, etc. Donc on peut faire un exercice d'évaluation pour voir est-ce que ça a été suffisant ou bien intéressant, etc. On peut essayer aussi évaluer le processus d'une intervention, c'est-à-dire le déroulement de cette intervention, toute la dynamique qu'il y a dedans. Dans notre cas, est-ce qu'il y a une participation de la communauté? Est-ce qu'il y a une bonne dynamique entre les acteurs? Est-ce que les acteurs ont apporté ce qu'ils devraient faire? Est-ce que les réunions sont tenues de façon régulière, etc. Donc ça, c'est l'évaluation du processus. Généralement, on évalue le processus pour évaluer la qualité d'une action et aussi pour apprendre des choses nouvelles, pour en tirer des renseignements. On peut évaluer les résultats soit à court terme, c'est-à-dire les résultats immédiats d'un projet ou d'une action, mais aussi on peut évaluer les effets et l'impact à long terme. Ça peut être en termes de mortalité, de morbidité, d'amélioration de la qualité de vie, la satisfaction, etc. Euh, alors, on peut évaluer l'impact, donc ce que je viens de dire. Donc, l'impact, généralement, on le mesure beaucoup plus loin après la réalisation de l'action. On peut aussi évaluer l'utilité d'une action. Est-ce que c'était pertinent? On peut même évaluer cette utilité avant d'entamer un projet ou d'une action pour évaluer est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Est-ce que tout ce qu'il faut est disponible pour mener cette action, etc. Donc, on peut évaluer l'utilité, on peut évaluer l'efficacité. Est-ce que c'est le cas par exemple des médicaments? On peut évaluer est-ce que ce médicament a été efficace sur la pathologie pour laquelle il a été administré. Est-ce que le projet ou l'action dans notre domaine santé communautaire, il a résolu ou bien il a contribué significativement à la résolution du problème en question, etc. On peut aussi évaluer l'efficience d'une intervention, c'est-à-dire dans quelle mesure les moyens qui ont été mis en œuvre ont été bien utilisés. Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage? Est-ce que le coût il est raisonnable ou bien il est excessif? Voilà, donc ce schéma résume un petit peu tout ça. On peut évaluer aussi les structures, les ressources, l'organisation. On peut évaluer le processus, c'est-à-dire les activités. On peut évaluer les résultats. On peut évaluer aussi l'impact, c'est-à-dire la finalité d'un projet. Alors, pour évaluer, on a besoin d'indicateurs. C'est très important. On ne peut pas mesurer sans qu'il y ait des éléments sur lesquels on va s'appuyer pour évaluer. Qu'est-ce qu'on va évaluer?
Alors, on a besoin d'indicateurs. Donc, je vais donner juste quelques clarifications par rapport à la notion d'indicateur. C'est juste à titre de rappel. Alors, l'indicateur, c'est quoi? C'est un instrument qui nous permet de mesurer une réalité quelconque. Alors, selon le revers, c'est un instrument qui fournit une indication. Par exemple, une aiguille d'huile ou bien d'essence dans une voiture, ça nous donne une indication. Est-ce qu'on a toujours le carburant suffisant ou bien on est dans la zone rouge, etc. C'est exactement le rôle d'un indicateur. C'est une variable. Ce sont des variables qui peuvent être mesurées directement et qui permettent de décrire l'état de santé des individus d'une communauté. Bien sûr, pour avoir une idée sur l'état de santé d'une population, il y a une panoplie d'indicateurs qu'on peut mesurer. Alors, c'est un outil de mesure ou un critère d'appréciation de l'état d'un phénomène à un moment donné. Donc, l'objectif des indicateurs, ça permet de décrire une réalité et de lui donner une signification. Ça permet aussi d'assurer et de faire la surveillance de ce phénomène ou de cette réalité dans le temps. Quand on mesure quelque chose à T0 et les mesures qui vont survenir après, elles vont nous permettre de faire cette comparaison avec les chiffres précédents. Peut-être on peut en faire une courbe ou un histogramme qui va nous donner une grande visibilité par rapport à ce phénomène. Il permet aussi de comparer. Donc, on ne peut pas comparer qu'à travers des indicateurs. Donc, pour pouvoir comparer entre deux choses, donc on doit disposer d'indicateurs fiables, bien sûr. Et les indicateurs aussi, ils ont ce rôle dans l'évaluation parce que c'est grâce aux indicateurs qu'on peut dire est-ce que les choses vont très bien ou non. Alors, un indicateur, c'est un outil de mesure. Donc, un outil de mesure, il doit répondre à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est le critère de spécificité. C'est la spécificité. Il doit être spécifique, c'est-à-dire il doit mesurer ce qu'il est censé mesurer. Quand on dit par exemple le kilogramme, c'est une unité de mesure. Alors le poids, on sait bien de quoi il s'agit. On sait bien qu'il s'agit de la masse de quelque chose. Tout le monde, partout dans le monde, ils savent que le kilogramme, c'est pour mesurer le poids. Donc, il doit être spécifique, il doit être mesurable. C'est-à-dire que on doit pouvoir faire des mesures pour parler d'un indicateur. Donc, c'est-à-dire qu'il doit nous permettre de collecter les données comme la mesure du poids. Donc, on peut faire plusieurs mesures pour une personne à différentes périodes dans le temps, comme on peut faire la mesure à plusieurs personnes en même temps et faire des comparaisons, etc. Il doit être aussi réaliste, c'est-à-dire il ne doit pas être très contraignant en matière de collecte de l'information. C'est-à-dire qu'il doit être à la portée selon les moyens dont on dispose. Il ne doit pas nécessiter des moyens exceptionnels pour pouvoir le mesurer et il doit être aussi simple. C'est-à-dire tout simplement il doit être facile à mesurer par tout le monde. Alors, quelques types d'indicateurs. D'abord, il y a la proportion. La proportion, c'est un rapport entre un numérateur et un dénominateur. La caractéristique de la proportion, c'est que le numérateur il est contenu dans le dénominateur. Donc, une fois qu'on aura obtenu ce rapport, donc en général, il est situé entre 0 et 1. Donc, pour avoir un pourcentage, on peut le multiplier par 10, par 100, par 1000, etc.
et on va avoir un pourcentage. Alors, le ratio, c'est un rapport entre deux variables euh, différentes, mais qui font toutes les deux, ils constituent deux modalités d'une même variable. C'est le cas par exemple du genre, du sexe masculin, féminin. Donc le masculin et le féminin, ils existent toujours ensemble, ils coexistent toujours ensemble. Donc on peut mesurer ce quotient, le nombre de masculins par rapport au nombre de féminins, etc. C'est ce qu'on appelle le sexe ratio. Alors là, on va obtenir aussi un chiffre, mais qui n'a pas d'unité. L'indice, l'indice, ici, on va diviser deux variables qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ce sont deux variables qui sont totalement différentes, mais on va faire le quotient entre les deux pour avoir une idée sur le lien entre ces deux variables. C'est le cas par exemple dans les services de santé. L'un des indicateurs qui sont parmi les indicateurs qui sont utilisés, donc on peut citer par exemple le nombre de professionnels de santé, de médecins ou d'infirmiers par habitant, le nombre de sages-femmes par femme en âge de reproduction, le nombre de lits par habitant, etc. Donc, ça nous permet de mesurer des indices. Les taux. Un taux, dans le concept ou bien l'indicateur temps, nous avons cette notion du temps, donc EMPS, donc la notion du temps, parce que on mesure un taux sur une période donnée. Généralement, on prend une année euh, et aussi on prend en considération qu'il y a un risque d'exposition, qu'il y a une probabilité qu'un phénomène survienne ou non. Alors, le taux, c'est un rapport, bien sûr, où le numérateur et le dénominateur est compris dans le dénominateur, et bien sûr, on va obtenir un chiffre entre 0 et 1 qu'on peut multiplier soit par 10, soit par 100, etc. Alors, le taux, il représente ici la probabilité qu'un phénomène survienne ou non. Par exemple, le taux de mortalité, il va mesurer quelle est la probabilité que la personne soit morte euh, par rapport à l'exposition à un facteur de risque particulier. Par exemple, la mortalité liée au tabac, la mortalité liée à une maladie épidémique, le corona par exemple, etc. Alors, on va parler maintenant de la démarche de l'évaluation en matière de santé communautaire. Comment on peut mener cette évaluation et selon quel processus. Alors, pourquoi en matière de santé communautaire nous devons évaluer? D'abord pour apprendre un certain nombre de choses, pour avoir des informations utiles, pertinentes et valables, pour renforcer les capacités, améliorer les stratégies et identifier les forces et les faiblesses dans un contexte particulier. Donc le premier bloc, c'est pour avoir de l'information. Information pertinente, scientifiquement valable. Deuxièmement, c'est un moyen pour décider. On ne peut pas prendre de bonnes décisions sans l'évaluation, à toutes les étapes. Bien sûr, ça va nous aider pour planifier, pour gérer, pour gouverner, pour ajuster et aussi pour mettre en œuvre nos actions. L'évaluation aussi, il est très utile pour mobiliser les autres. Parce que quand on va présenter un rapport d'évaluation d'une situation donnée à nos partenaires, aux autres acteurs, aux responsables représentants de la communauté, donc c'est le meilleur moyen pour les convaincre.
pour s'engager avec nous dans une action communautaire, dans une action de santé en général. Parce que ça permet de favoriser l'appropriation du projet par la communauté. Deuxièmement, ça va permettre de donner à tout le monde quelle est la direction qu'on veut prendre, donc une orientation commune pour le projet, que tout le monde va adhérer. Ils doivent savoir que nous avons maintenant, par exemple, un taux, entre parenthèses, de mortalité maternelle qui est X et qui n'est pas satisfaisant du tout. On veut aller chercher à améliorer cet indicateur. Donc tout le monde sait quel est le chemin, où est-ce qu'on veut arriver en fin de compte. Et aussi, c'est un bon moyen pour impliquer les parties prenantes parce que tout le monde s'engage et sait sur quoi il va s'engager. C'est aussi un moyen très intéressant pour valoriser l'effort de tous les intervenants dans un projet communautaire. Quand on va faire l'évaluation, on va trouver que les choses marchent, qu'il y a un changement et que c'est dû à l'effort de tout le monde. Et donc, c'est le meilleur moyen pour motiver la communauté et les parties prenantes. Donc, et c'est aussi un bon moyen pour promouvoir la participation des partenaires, pour partager les succès et les apprentissages et les échecs aussi. Et aussi, c'est un moyen pour inspirer l'innovation dans un processus communautaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment l'évaluation, elle est très utile dans toute démarche communautaire. Alors, quand et comment on va pouvoir mener cette démarche d'évaluation dans le domaine de la santé communautaire? D'abord, quand on peut, comme on l'a dit précédemment, on peut faire l'évaluation soit avant même l'action, soit en cours, soit à la fin de l'action ou après l'action. Qui doit faire, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Donc, c'est quoi? Donc, on peut évaluer beaucoup de choses. On peut évaluer les ressources, on peut évaluer le processus, on peut évaluer les résultats et même l'impact. Qui peut faire ça? Donc, il y a deux façons généralement de faire une évaluation dans un projet communautaire. Soit une évaluation interne par l'équipe du projet. C'est peut-être le moyen le plus utilisé parce que ça permet aussi de mobiliser les autres et de les faire participer à cet exercice d'évaluation. Mais parfois, généralement sur la demande des bailleurs de fonds, on va faire appel à un évaluateur externe qui va apporter un œil externe plus objectif, c'est sûr, sur notre projet communautaire. Alors, comment on va faire l'évaluation? Il faut d'abord définir quels sont les indicateurs à collecter. Une fois qu'on aura collecté ces informations-là, ces indicateurs, on doit porter un jugement sur ces données-là. Il faut les analyser, bien sûr, et diffuser ces résultats, les partager avec toutes les parties prenantes et enfin prendre les décisions en conséquence. Il n'est pas suffisant de faire une évaluation et de la cacher dans un tiroir. Non, il faut la partager avec toutes les parties prenantes et surtout en faire un moyen pour améliorer la prise de décision. Alors, quand est-ce qu'on va évaluer? J'ai dit tout à l'heure qu'on peut évaluer même avant l'action, et ce qu'on appelle l'évaluation a priori. On peut évaluer ici le bien fondé et la pertinence du projet, les moyens prévus pour le projet, est-ce qu'ils sont pertinents, suffisants, etc. La faisabilité des actions prévues. Et on peut évaluer aussi les indicateurs qui peuvent être mesurés, etc. Donc déjà, avant de commencer, pendant le projet, on peut évaluer pendant le projet. Et c'est l'évaluation du processus. Alors ça, c'est aussi une évaluation très importante parce que ça va nous permettre de tirer des renseignements au cours de l'exécution du projet.
ça permet aussi d'évaluer la qualité de ce qu'on est en train de faire. L'évaluation, elle peut être permanente ou ponctuelle, donc ça peut être un monitoring. Là, on est vraiment dans le suivi, le monitoring, et il n'est pas vraiment dans l'évaluation. Mais on peut faire aussi l'évaluation à des moments bien précis au cours du processus. Troisièmement, on peut évaluer à la fin du projet aussi. À la fin du projet, qu'est-ce qu'on peut évaluer? On peut évaluer les résultats. Et bien sûr, il faut la collecte des données et l'exploitation de ces données. On va aussi s'attacher ici à la vérification de l'atteinte des objectifs. Et parfois, en cours du projet, il y a des changements dans la formulation des objectifs ou bien dans l'ampleur des objectifs. Donc là, il faut vraiment prendre en considération tout ça. On peut évaluer bien après, donc ex post, on peut évaluer après le projet, quelques années même, quelques mois. Donc on peut évaluer ici l'impact du projet et les résultats à long terme. Qu'est-ce qu'on peut évaluer? Donc, on peut évaluer les ressources. Donc, ça peut être les moyens personnels, la logistique, les ressources financières, etc. On peut évaluer aussi le processus du programme, c'est l'ensemble des activités planifiées et organisées, leur nature, leur déroulement, les composants, l'adéquation aux besoins diagnostiqués, la dynamique, etc. Évaluer aussi les intervenants. Est-ce qu'on peut évaluer aussi le partenariat, la qualité de l'interaction entre les parties prenantes? On peut évaluer aussi les résultats, c'est-à-dire les résultats attendus conformément aux objectifs de départ. Mais on peut aussi évaluer a posteriori. On peut évaluer les effets et les retombées à long terme. Donc ici, on parle de l'évaluation de l'impact. Alors, qui peut faire l'évaluation? Donc ça peut être une évaluation interne par l'équipe du projet, les acteurs qui sont impliqués dans le projet. C'est un moyen très intéressant pour garder cette dynamique de tous les acteurs autour de notre projet, mais parfois on peut faire appel à un évaluateur externe qui va venir nous apporter un regard plus objectif, certes, mais généralement quand on fait appel à un évaluateur externe, donc ça demande des coûts peut-être supplémentaires parce qu'il faut payer un expert ou quelqu'un qui va venir faire auditer notre projet. Alors, comment on peut mener cette évaluation? D'abord, il faut définir les indicateurs que nous allons collecter. En fonction du moment de l'évaluation, en fonction de l'objectif de notre évaluation. Donc, on doit d'abord, avant de commencer cette évaluation, décrire et définir quels sont les objectifs que nous allons collecter et comment on va aller les collecter. Deuxièmement, il faut aller collecter ces données et les analyser et porter un jugement sur ces indicateurs. Alors, troisièmement, il faut aussi utiliser ces résultats. Il ne s'agit pas uniquement de collecter les données, il faut les utiliser dans le processus de prise de décision. L'utilité de toute évaluation, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité de la prise de décision pour améliorer notre intervention. C'est aussi une opportunité pour renforcer l'engagement des différents acteurs autour de notre projet. Et un point très important, c'est que l'évaluation, elle ne doit pas se focaliser uniquement sur ce qui ne marche pas,
sur les insuffisances, mais aussi, et je dirais encore, c'est plus important encore, c'est qu'il faut aussi donner beaucoup d'importance à ce qui a été réalisé, aux points positifs, aux apprentissages, à toutes les innovations qui ont eu lieu pendant le projet, etc. Et après, il faudra diffuser ces résultats. Donc, la diffusion, ça peut être faite de plusieurs façons. Donc, soit on peut organiser des séminaires avec la présence de plusieurs personnes, une centaine de personnes même ou plus. On peut aussi le faire via un rapport écrit, un document écrit. On peut le faire aussi dans le cadre de l'équipe du projet. Alors, dans le domaine communautaire, cette évaluation, bien sûr, elle a ses spécificités. Euh, une évaluation spécifique à la démarche communautaire doit être avant tout attentive à la participation. C'est très important, c'est le mot-clé de toute démarche communautaire. Donc, aussi bien dans l'évaluation, il faut faire l'effort de faire participer la communauté d'une façon ou d'une autre dans cet exercice d'évaluation. Il faut donner à la communauté et aux citoyens la possibilité de devenir eux-mêmes des acteurs de l'évaluation et de participer et de contribuer à cette évaluation. Alors, cette participation, elle ne constitue pas uniquement un pilier de la démarche communautaire, mais aussi l'un de ses objectifs. Ce n'est pas uniquement un outil, un moyen, mais c'est un objectif en fin de compte principal parce que ce qui est recherché dans toute démarche communautaire, c'est avant tout c'est la dynamique locale, c'est la mobilisation des ressources, c'est la participation communautaire, etc. Et l'apprentissage de la population et des autres acteurs. Alors, pour conclure, on n'insistera jamais assez sur l'importance de l'évaluation comme étape importante dans tout processus communautaire. J'insiste aussi sur le fait que cette évaluation, elle doit être participative. Il ne doit pas être réalisé par une petite équipe de techniciens. Non, il faut faire l'effort de faire participer la population. Et bien sûr, l'importance des indicateurs et doit nous aider à améliorer, à éclairer la prise de décision et à améliorer les interventions dans notre projet communautaire. Voilà, ainsi se termine ce chapitre. Je vous remercie et on se donne rendez-vous au prochain chapitre.